Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 3 matchs, 3 victoires pour Philippe Montagnier. La deuxième place au classement. Les Verts ont fait une très très belle opération en battant Laval 2-1. On aura l'occasion d'en parler toute cette émission dans 100% synthé avec à mes côtés Joris Sabine envers et contre tous. Salut Joris. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Également Nicolas Georgiou qui a commenté le match pour nous. Salut Nicolas. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Journaliste d'ici Saint-Étienne-Loire. Et Alain Blachon, ex-entraîneur sous l'ère Galtier qui fait son grand retour dans l'émission. Salut Alain. Oui, bonjour à tous et très heureux d'être avec vous. Oh, votre micro est un peu bas, je vais m'en occuper. C'est pas grave. Hop là. 100% synthé jusqu'à 19h à la radio et sur YouTube. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. Allez, bien sûr, on va commencer par un petit résumé à vous qui n'avez pas suivi cette rencontre face à Laval. 100% synthé, le match. 3 matchs, 3 victoires. Il fallait remonter à septembre dernier pour voir une telle série à l'AS Saint-Étienne entre la 5e et la 7e journée. Clermont-Ferrand, Reims, Amiens. Mais pas le choix pour reconquérir la deuxième place au classement. Les hommes de Philippe Montagnier devaient réitérer l'exploit face à Laval. 18 points, lanterne rouge provisoire de la Ligue 2 après le nul face à Bastia. Alors pour la composition de l'équipe, on prend les mêmes que face à Guingamp et on recommence. Et la physionomie de match est similaire car à peine la rencontre entamée. Et le pénalty sifflé d'ores et déjà par monsieur l'arbitre, par monsieur Bouillet, probablement une main de la part d'un Lavallois, Zouriko Davitashvili face à Samassa, 1m98 face à Zouriko Davitashvili. Il va falloir bien le placer ce ballon. Allez, c'est parti, Zouriko Davitashvili, la frappe et c'est marqué, c'est le but. 2 minutes de jeu et là Saint-Étienne mène déjà à 0 ici à Geoffroy Guichard. Une frappe puissante ras du sol, petit filet à droite du portier lavallois Mamadou Samassa, magnifique. Et les minutes qui suivent, les tangos sont pressés haut, les Verts direct dans leur passe, les occasions sont là, mais la vapeur s'inverse sur un temps mort aux alentours de la 20e minute de jeu après un quart d'heure de flottement. Et la Lavallois qui ont le ballon dans la surface de réparation, la frappe et le but. Et le but pour Laval. On en avait dit, on en avait parlé, il fallait faire attention. Les Mayennais finissent par égaliser à la 36e, un score nul qui est rapidement chamboulé. Augustine Boakier en position de frappe, la frappe de Boakier exceptionnelle. Augustine Boakier qui remet la Saint-Étienne devant. Augustine Boakier à l'entrée de la surface de réparation qui vient nous offrir une délice de frappe enroulée. Merci Magnifique. Augustine Boakier. 2-1 pour la Saint-Étienne. Réaction immédiate à la 38e minute de jeu sur une passe décisive de Lucas Tassin, décidément efficace dans ses actions dos au jeu. Les Verts manquent de peu de tripler la mise dans le temps additionnel de la première mi-temps. Globalement de très bonne facture, comme face à Guingamp. Et comme face à Guingamp, la deuxième l'est beaucoup moins. Le match s'enlise, les changements de Montagnier peinent à apporter le rythme nécessaire pour faire le break. Et ce malgré les occasions encore une fois provoquées par l'attaquant belge à la 73e et la 83e. Lucas Tassin sur la surface de réparation, Zouriko Davitashvili qui n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Lucas Tassin dans la profondeur pour Joshua Dufus qui est tout seul face au gardien Georges Dufus qui la met juste à côté. Dufus rate l'inratable et comme d'habitude les Stéphanois se font peur en seconde période, même contre Laval, 18e de Ligue 2. Mais c'est bien par la victoire que se solde cette 24e journée. 2-1 pour les Verts et la deuxième place retrouvée au classement. Messieurs, un match encore une fois en double teinte, à deux visages du côté de l'AS Saint-Étienne. Mais 3e victoire de suite, Nicolas. 3e victoire de suite, effectivement, c'est ça qu'on va retenir finalement, Martin. Mais effectivement, un match où ça a été un petit peu difficile, plutôt une bonne première mi-temps, mais une deuxième mi-temps qui a été plus difficile, où c'est un petit peu pêché. Et surtout, l'AS Saint-Étienne qui a manqué de tuer le match, notamment avec cette occasion de Joshua Dufus manquée. Et celle de Zouriko Davitashvili aussi. Enfin, c'est dommage, quoi. On parlait de ce Synthé Time. Paul Rivoli avait inventé ce terme pour parler de ce Money Time qui faisait peur à l'AS Saint-Étienne. Joris, vous aussi, vous avez tremblé? Ouais, je trouve qu'on a moins tremblé qu'à Guingamp dans cette fin de match. Les Verts, si on souligne qu'ils n'ont pas su tuer le match, ce qui est vrai, hein, Joshua Dufus notamment, il a la balle de match, il peut presque la donner même à Davitashvili et ça fait 3-1. Mais je trouve qu'on a super bien géré cette fin de match niveau défensif. Il faudra aussi jauger l'adversité. J'ai trouvé que c'était assez faible du côté de Laval ce week-end, mais par rapport au match contre Guingamp où jusqu'au temps additionnel, on a vraiment tremblé. Là, les Verts, on se souvient d'un temps additionnel où justement les corners se succèdent, joués à deux, où
où les Verts arrivent à gagner du temps, regagnent d'autres coups de pied arrêtés. Donc je trouve que ça a été plutôt bien géré. Et ça, c'est un vrai bon point du côté de l'AS Saint-Etienne, parce qu'il y en aura d'autres, des matchs comme ça, où on mènera que d'un but dans cette fin de saison, où il faudra gérer ces fins de match intelligemment. Et je trouve que les Verts l'ont bien fait ce week-end. Alors certes, gagner 2-1 face à une équipe qui joue les derniers rôles en Ligue 2, c'est peut-être pas bien reluisant. Mais en vrai, on s'en fout. 3 victoires d'affilée, on reprend la 2e place. La Ligue 2, on la connaît maintenant. Ça fait quand même, dans le passé récent, c'est la 3e saison qu'on dispute en Ligue 2. On sait qu'il n'y a quasiment pas de matchs faciles. Les matchs finalement faciles, c'est des anomalies. On l'a vu en début de saison. Pau passe à côté, on leur met 6-0. Mais ça arrive une fois toutes les saisons. Ce genre de match, c'est très très rare. Donc franchement, arriver à enchaîner un 3e succès d'affilée, sachant qu'en plus, juste avant, 3 avaient repris un petit matelas d'avance devant, moi je trouve que c'est plutôt très intéressant, et notamment dans cette configuration où les Verts ont mieux géré leur fin de match. Pau qui seront les prochains adversaires des Verts le week-end prochain. Alain, vous qui avez suivi aussi la rencontre. Oui. Une équipe... avec des points forts, des points faibles. Il y a eu des temps de jeu. La première mi-temps a été pas exceptionnelle, mais a été bien maîtrisée, avec des situations intéressantes qui auraient permis de doubler la mise. Et le fait de creuser un peu l'écart aurait facilité le jeu, parce que ces équipes qui jouent le maintien se battent bec et ongle pour essayer de gratter des points où que ce soit. Et avec un seul but d'avance, on y croit tout le temps, jusqu'au bout. Ça, c'est le profil des équipes de maintien. Et là, le fait de marquer le 2e but, il y avait une très belle opportunité à la 5e minute où Stassin peut concrétiser, mais le gardien, il y a un bon gardien aussi, Samassa en face. Il y a eu 2 ou 3 situations très très bonnes en première mi-temps, surtout du travail où on sent que la patte Montagnier commence à faire jour, puisqu'il y a eu des situations, des automatismes, on sent que c'est travaillé à l'entraînement. 2e mi-temps, on a pêché par l'aspect technique. Donc ces pertes de balles ont redonné de la confiance à cette équipe lavalloise. Mais comme le dit Joris, on n'a pas été inquiété non plus. Un mal technique, selon vous, Alain. On a posé justement la question à Lucas Stassin. Pourquoi ce différentiel si important entre la première période et la 2e période? Écoutez sa réponse. Peut-être un peu trop de confiance ou peut-être de la fatigue aussi, parce que ça demande des efforts. C'est de l'effet de match, je sais pas, c'est compliqué à dire, mais ouais, on a toujours peur, parce que même si on gagnait, c'était que de 1, on sait jamais sur une phase arrêtée ou quoi. En fait, on était un peu plus bas, on avait un peu plus de mal à ressortir, et il faut essayer de gérer ça, parce qu'on l'a vu contre Guingamp la semaine passée, c'était la même chose. On fait une très grosse première mi-temps et on remonte en 2e, et voilà, on diminue un peu, ça il faut corriger. On diminue un petit peu le rythme, et effectivement, on se fait peur. Mais après, oui, vous l'avez dit, c'est relatif. Il n'y a pas eu de situation très dangereuse en seconde mi-temps. Je me souviens plus de la statistique de fin de match, mais à la mi-temps, c'était 10 tirs pour les Verts, 4 pour les Tangos quand même. Joris, ça me permet de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Ouais, et puis après, c'est presque normal, j'ai envie de dire. On est une équipe qui joue la remontée en Ligue 1 face à une équipe qui se déplace et qui en plus joue le maintien. C'est normal qu'on soit quand même capable de faire le jeu et capable d'avoir des statistiques de tir supérieures. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé des Verts qui ont été... C'est vrai que la première mi-temps, avec le recul, elle est moins belle que celle effectuée à Guingamp, où les Verts sont quand même plus poussifs. Mais à l'inverse de ce qui se passait il y a quelques semaines, c'est que y a des joueurs qui sont capables de nous sortir de situations un petit peu compliquées. On pense notamment à Augustin Boaké, parce que ce but-là, au-delà du fait qu'il nous permet de mener 2-1, il nous empêche complètement de douter. On vient d'encaisser un but, 2 minutes plus tard, Boaké, et il se le fait quasiment tout seul, même si la remise de Stassin, c'est très bien joué, mais derrière, il faut aller l'enrouler, petit filet opposé. Donc ça, c'est quand même des éléments qui vous permettent de jamais douter dans un match et qui vous permettent de reprendre l'avantage. Puis au-delà de ça, on aura l'occasion d'en parler, mais un Augustin Boaké décisif comme ça, dans un sprint final, ça peut jouer en notre faveur. Nicolas ? Oui, je pense que Joris a tout dit globalement. Effectivement, ce qui a peut-être été un peu plus difficile, c'était la seconde période. Mais après, on peut aussi noter que les Verts, quand même, ont pas forcément souffert tant que ça. C'était plus le fait de... En fait, c'est un petit peu ce qu'a dit Lucas Stassin, mais de se faire peur, parce qu'on reste toujours à portée de fusil de Laval et qu'on n'est jamais sûr, finalement, de pouvoir l'emporter, surtout face à une équipe qui a un besoin absolu d'avoir des points. C'était un peu ça, finalement, le danger. C'est un petit peu ça qu'il faudra améliorer pour la suite, se mettre un petit peu plus au chaud, on va dire, plus tôt autant que possible, mais sinon globalement le match quand même reste consistant, et puis pour le coup ça a été quand même assez solide aussi défensivement. Et effectivement
un seul but encaissé, 2 buts encaissés en 3 matchs pour Philippe Montagnier. Vous parliez de pattes tout à l'heure, Alain Blachon, on va pouvoir en parler dans cette émission 100% synthé et également avec un débat qui se prépare. Est-ce que c'est un match déclic ? Non pas un match tournant, n'en déplaise à Jérémy Marie, mais un match déclic pour la combativité des Verts. On en parle dans quelques instants. Bah, t'as raison Thierry, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, t'as tort à 200%. 100% synthé, le grand débat. J'ai très peur, je suis... Ah non, mais je sais bien que t'as pas peur. J'aime beaucoup ce nouveau jingle, mais il y en a un deuxième qui arrive dans cette émission 100% synthé. Le débat avec ce match déclic au niveau notamment mental peut-être de la part de l'AS Saint-Etienne. 2-1 et surtout ce deuxième but inscrit juste après l'égalisation lavalloise. Messieurs, je me tourne vers vous, Nicolas et Joris, c'est vous qui allez vous affronter sur la question. Joris, vous commencez ? Eh ben allez, ouais. Moi, je trouve... 40 secondes, c'est parti. Ouais, je trouve que au-delà du déclic qui pour moi a eu lieu peut-être un petit peu avant avec ce changement d'entraîneur, je trouve que les Verts là font preuve quand même d'une solidité qu'on n'avait plus vue depuis quelques temps. Être capable de gagner contre Laval, je le disais juste avant, c'est juste la normalité. Par contre, être capable justement d'enchaîner une 3e victoire, notamment avec la pression qu'avait mis 3 juste avant, et être capable dans un match un petit peu bizarre où on ne mène que d'un but, de conserver ce score et plutôt de manière tranquille en fin de match. Je trouve que les Verts montrent ce qu'ils n'avaient plus montré depuis des mois maintenant sous Eric Orneland, et que le déclic a selon moi eu bien lieu. Après, comme on le dit, c'est le futur qui dira si c'est le cas, mais je pense que les Verts sont sur la bonne route, mentalement en tout cas. Mentalement, effectivement. Mentalement, des Verts qui ont joué 45 minutes aussi, alors que l'entraîneur annonçait vouloir pousser jusqu'à 70 minutes. Nicolas, peut-être que vous avez un autre son de cloche. Je dirais que quand même, s'il doit y avoir un déclic mental, c'est justement l'arrivée de Philippe Montagnier. Tout simplement parce que je vais reprendre des propos des joueurs, de Erwin Cardona, de Lucas Tassin qui le disent. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive, on a plus envie de se battre pour ce nouvel entraîneur, justement, pour prouver qu'on a sa place, etc. Et ça se voit aussi sur le terrain. Ça se voit parce qu'on a réussi à réagir très vite. But à la 36e de Laval, but à la 38e de l'AS Saint-Etienne. On n'a pas laissé le temps finalement à cette équipe lavalloise de pouvoir espérer, de pouvoir revenir au score. Maintenant, là où il en manque peut-être encore un petit peu, effectivement, c'est sur le fait de ne pas arriver à tenir un match complet, total, où ça a été encore 45 bonnes minutes, mais peut-être qu'il en faut encore un petit peu plus, 70-80, comme a demandé Philippe Montagnier. Donc c'est peut-être là où on peut progresser encore. Finalement, vous êtes d'accord, Alain Blachon. C'est pas un duel, ça. C'est pas un duel. Ça s'est serré la main, là, je crois, en coulisses. On s'est arrangé, voilà. Vous avez fait comme Laval, là. On a besoin d'un point. C'est clair, dans le football, c'est un match à 2 vainqueurs. Alain, je pense que c'était un match différent de Guingamp. Moi, je suis d'accord avec l'ensemble parce qu'on a vu que ce match était maîtrisé, même si, je le dis, il y a eu des fautes techniques qui ont permis à Laval de croire en étoile pour aller tirer un point. Mais c'est 2 matchs différents. Guingamp, on avait décidé de laisser la possession de balle à Guingamp, qui était chez eux et qui a décidé de dominer ce qui s'est passé. On a souffert, mais on a bien défendu. Le 4-2-3-1 de Philippe Montagnier a très très bien fonctionné. Et on a joué dans les transitions. Là, notre travail, c'était de faire un bon pressing. Ce qu'ils ont fait, les Stéphanois. Les Lavallois avaient décidé de laisser la balle avec un bloc bas, une défense à 5 qui a permis à Laval de se tenir. Et nous, avec nos erreurs techniques, les petites approximations qu'il y a eu dans le jeu technique de l'équipe, on n'a pas pu faire des décalages et on a été obligé de marquer un but sur penalty et un but sur une action individuelle. Ça aurait mérité un 3e but avec quelques actions, comme je vous l'ai dit, 5e, 9e minute, 15e minute, qui aurait permis sur des combinaisons, travailler certainement à l'entraînement. Je ne suis pas au stade, mais je le vois, je vois bien que ça c'est obligé que ça donne des idées. Et après, la 2e mi-temps a été poussive. Pourquoi ? Parce que on avait décidé de ne pas perdre la balle, de revenir dans un esprit de transition. Donc on est baissé un peu, mais les fautes techniques ont fait que cet esprit de transition, à part l'action de Dufus, elle n'a pas eu lieu. Et après, comme l'a dit Joris, les 10 dernières minutes, donc 45 bonnes minutes, plus un dernier quart d'heure maîtrisé, où on garde le ballon, où on va haut, on va chercher. Donc pour Philippe Montagnier, les 60 minutes sont atteintes. Ouais, effectivement. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs en conférence de presse d'après-match. Il a trouvé quand même qu'il y avait du progrès et que son équipe avait joué plus d'une mi-temps cette fois-ci.
Ouais, j'entends, mais le dernier quart d'heure, ça joue à la baballe. C'est ça, oui. Le corner, on le met dans les 6 mètres et on attend. Parce que c'est une équipe qui n'est pas très en confiance, qui a besoin de revenir dans un état d'esprit conquérant. Et le fait de faire 3 victoires de suite, ça permet de faire du bien. Donc le déclic, il n'a pas encore eu lieu, selon vous. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il faut d'abord... C'est avec lui qu'il fallait le faire, le débat. Oui, Martin, c'est vous le casteur. Je pense pas, parce que le déclic, il va se faire sur une série de matchs. Ouais. Peut-être un gros match. Déjà, Guingamp, c'était un petit déclic, parce qu'on a fait un gros match. 90e minute, on se bat comme des chiffonniers pour sauver le point du match nul. Donc, on remporte les 3 points de la victoire. Oui, les 3 points de la victoire. Oui, tu as complètement raison. Et là, ça, c'est déjà un départ. Après, ça, c'est une deuxième évolution à domicile. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris. On a perdu 11 points à domicile. Donc là, on gagne en étant pas trop en danger. Il va y avoir un déplacement à Pau qui se présente pas facile. Ça va être un tournant important de notre saison, avec la réception du Red Star. Ouais. Donc il y a 2 matchs. De toute façon, jusqu'à la fin de saison, monsieur le coach Horneland a bouffé tous les jokers de la SS quasiment. Donc maintenant, il ne nous reste plus grand-chose. On n'a pas trop droit aux erreurs. Hein. Vous voyez, Joris, vous qui êtes souvent dans l'émission, quand c'est pas Jérémy Marélier, mais Alain Blachon qui parle de tournant de la saison, là... Alain Stel. Quand c'est les spécialistes, on embrasse Jérémy Marélier qui nous regarde certainement. On espère. Un tournant. La différence, c'est quand même Jérémy nous parlait de tournant contre Rodez lors de la deuxième journée. Alors on se posait un peu des questions à ce moment-là. Luquet qui réalise cette émission qu'on les supercute à la chaîne. On va continuer bien sûr dans cette émission 100% synthé de parler peut-être aussi du coaching Montagnier. Oui. Vous avez ouvert la porte à l'inflation, on va s'y engouffrer avec plaisir. On fait une petite citation, chef Zlatan. J'ai un beau petit écolier, j'ai bien travaillé. Tout est possible, tout est réalisable. Parce que j'y crois, c'est le jeu de la vie. Et voilà, nouveau jingle pour parler de Philippe Montagnier, de son coaching, de son arrivée à l'AS Saint-Etienne avec ses 3 matchs, 3 victoires. Justement, cette unité de l'émission, Alain, on la voulait peut-être plus comme une interview. Voilà, on rappelle que quand même vous avez été l'adjoint de Philippe Galtier dans les grandes heures de l'AS Saint-Etienne. Voilà, ça y est, Philippe Montagnier, Christophe Galtier, ça y est. Tout à l'heure, j'ai dit Fabien Galtier aussi, mais je crois pas qu'il ait été adjoint de Fabien. Bon, non mais comment vous percevez l'arrivée de ce nouvel entraîneur ? Forcément, vous l'avez dit, vous n'êtes pas dans les vestiaires, mais vous percevez ce genre de détails. Comment vous... Oui, tout à fait. Il parle beaucoup de rigueur. Est-ce que... Voilà, il a fait, pour moi, il a fait ce qui doit être fait le plus facile, parce que l'équipe était en difficulté, avec un coach qui ne comprenait pas toujours l'état d'esprit de l'équipe, du vestiaire. Les joueurs ne comprenaient pas toujours la philosophie et la volonté du coach. Il y avait également un problème de langue, certainement. Et donc, il y a eu, à un moment donné, une bascule où les joueurs ne s'en sont pas rebellés, mais avaient du mal à suivre la volonté du coach. Et un coach en difficulté, quand vous sentez que vous perdez les matchs, que vous perdez la main et tout, on a senti que c'était le moment de partir. Même, il faut reconnaître avec beaucoup de respect la volonté des dirigeants de garder le plus longtemps possible ce coach. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous voyez Gilly cette semaine à PFC. Donc, il faut rendre hommage aux dirigeants qui ont fait le maximum. Mais moi, ce que j'avais peur, c'est qu'ils traînent trop. Parce que si on continuait jusqu'à la fin de saison, c'est sûr, on ne passait même pas les barrages. Ça, c'est une certitude. C'est ce que redoutaient les supporters aussi. Et on a mis un peu de temps, peut-être profiter de... Mais je dis, c'est tout à l'honneur des dirigeants qui ont essayé de garder leur coach le plus longtemps possible. Et voyant que ça passait plus, ils ont décidé de changer. Et l'arrivée de Philippe a été un travail tout simple. On remet de la discipline, on remet de l'ordre dans le vestiaire, on remet de l'ordre sur le terrain, on se réorganise,
On travaille défensivement, on donne les principes sur le terrain de travail défensif, on dit ce qu'il y a à faire, on va jouer comme ci, comme ça, Cardo tu fais ci, Davitashvili tu fais ça, Benold tu montes plus rapidement, plus agressivité sur le porteur de balle et tout, et automatiquement il y a des bases qui sont construites, les joueurs rentrent sur le terrain, c'est comme des musiciens, hein. Si on leur donne pas de consignes, ils sont tous professionnels de la musique, mais ils savent pas jouer ensemble. Et le travail d'un entraîneur, c'est de faire travailler des individualités ensemble. Nicolas. Et finalement, qu'est-ce qu'il apporte le plus, Philippe Montagné ? C'est vraiment sur le terrain, sur l'aspect tactique, ou c'est peut-être pas quelque chose là où c'est le plus marqué, ou alors c'est vraiment... C'est mille choses, parce que bon, il a déjà sa philosophie, 61 ans, il a l'expérience, c'est un grand entraîneur qui a travaillé à Real Sociedad, partout, dans les grands clubs et tout, donc il a l'expérience de ça. La deuxième chose, il amène de la sérénité, on le voit bien. Moi, j'ai eu la chance de participer ces derniers temps avec lui à une séance vidéo et tout. Il parle anglais, il parle français, il traduit tout ce qu'il dit en français, il le traduit en anglais, tout ce qu'il dit en anglais, il le traduit en français. Les joueurs sont consciencieux. On a fait un retour sur le travail vidéo du match de Guingamp. Vidéo, voilà, ça, c'est ça. Il positive au maximum, en mettant ce qu'il faut pour que le joueur... Prenons l'exemple de Stassin. Transition, il veut marquer son but parce qu'il veut avoir confiance. Tu dois donner la balle à Davitashvili. Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe ? Tu as fait un match fantastique, tu es un grand joueur et tout. Tu as fait une petite erreur, c'est ça. Voilà le travail psychologique et d'état d'esprit positif qui va donner envie aux joueurs de travailler et de faire le maximum pour le coach. Joris. Ouais, de toute façon, je pense que les joueurs l'ont tous dit, tous ceux qu'on a eu à notre micro, que ce soit en conférence de presse, en zone mixte, quand il y a un nouvel entraîneur, forcément, il y a de nouvelles méthodes, donc c'est nouveau, c'est comme tout le monde dans la vie, on a besoin des fois parfois de casser sa routine, d'avoir de la nouveauté pour sortir de nouveau, et je pense que les joueurs, ça leur a fait du bien justement pour certains de se montrer, de montrer de nouvelles choses et justement d'être un petit peu challengés, parce qu'il y en avait peut-être certains qui étaient dans un fauteuil entre guillemets avec Orneland, non pas au niveau du travail mais au niveau de la place dans l'effectif, parce que forcément un coach a ses préférences, et le fait qu'un coach arrive de nouveau, pour ceux qui jouaient moins, ça leur permet de se montrer de nouveau, pour ceux qui étaient titulaires, faut garder cette place de titulaire, donc il y a du positif, et après dans sa méthode pour le moment tout va bien, mais il faudra voir sur la durée. On avait vu qu'avec Olivier Dalloglio ça n'avait pas forcément marché aussi bien dès le début, les débuts d'Olivier Dalloglio à l'AS Saint-Etienne jusqu'au mois de février, à cette défaite à Dunkerque, on parlait un peu de déclic, et après derrière il y a cette série magnifique pour aller décrocher la montée, et après en Ligue 1 c'était un petit peu juste, alors non pas dû uniquement à Olivier Dalloglio, je pense qu'il y a eu des choix au mercato estival qui étaient aussi peut-être un petit peu trop juste pour un retour de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, donc il faudra voir tout ça avec Philippe Montagné. Déjà dans un premier temps décrocher 7 remontées en Ligue 1, voir si ça peut durer dans le temps, mais pour le moment c'est vrai que ce qu'on voit c'est beaucoup plus pragmatique en fait avec Philippe Montagné. Il y a une assise défensive qui est bien meilleure, cette fin de match face à Laval, on disait qu'on n'a pas tremblé. Est-ce qu'on aurait vécu la même sous Orneland ? Je suis pas sûr, parce que peut-être qu'on serait rué à l'attaque. Alors peut-être à l'inverse, qu'on en aurait mis 2 de plus en jouant beaucoup plus haut sur le terrain. Ça, on le saura jamais. On peut pas mais peut-être qu'on aurait tremblé et qu'on aurait fini par prendre une transition, comme c'était trop souvent le cas aussi. Donc voilà, pour le moment, il y a plus de pragmatisme, et c'est peut-être beaucoup mieux, en tout cas pour la Ligue 2. Parce que c'est un championnat qu'on a tendance à sous-estimer souvent, mais qui est un championnat où la tactique a bien sa place, les adversaires travaillent beaucoup, et dès que les adversaires ont commencé à travailler sur la Saint-Etienne d'Orneland, elle était beaucoup trop lisible. Ouais. Le pragmatisme, le réalisme, c'est aussi ça que vous retenez, Alain, quand vous avez la chance de côtoyer Philippe Montagné ? Oui, tout à fait. Ce que je pense essentiel sur son arrivée, c'est qu'il a posé des bases sur le terrain. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il a expliqué aux joueurs, on va jouer comme ça, on va 4-2-3-1, on explique, parce que c'est pas le tout d'aligner des joueurs, mais leur apprendre à se déplacer, monter sur les défenseurs, sur les temps de passe, des trucs techniques qui n'étaient pas forcément dits. Parce que je pense que Eric Orneland était plutôt c'est pas péjoratif ce que je dis, plutôt sélectionneur. C'est-à-dire quand vous êtes sélectionneur, vous avez des joueurs en face de vous qui sont professionnels, vous estimez qu'ils ont un certain bagage et
vous n'avez pas à rentrer dans leur travail de joueurs professionnels. Ils savent le travail. Et vous sélectionnez les meilleurs et vous leur dites, voilà, on va jouer ici, on va faire comme ci et comme ça, et les mecs, ils doivent le faire. Là, il avait en face de lui des joueurs qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'être soutenus, qui avaient besoin, au moment de rentrer sur le terrain, de savoir comment on allait jouer, qu'est-ce qu'on allait faire, quel est le rôle de chacun. Et c'est ce qu'est en train de faire Philippe Montagnier, parce que c'est notre formation d'entraîneur à la française. On apprend, on travaille sur le terrain. Quand on prépare, par exemple, peut-être qu'il va être amené à faire une défense à 5. Je pensais qu'il allait faire une défense à 5 à la fin du match pour aider son équipe à bien fermer le jeu et peut-être encore mieux contrer. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? J'ai pas travaillé ça à l'entraînement encore. Et on va le travailler. Une fois que je vais le travailler, peut-être que je veux me servir de cette situation. Et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans avec Guy Lacombe. Tout est possible, tout est réalisable. Voilà, à partir du mardi, vous commencez à préparer votre équipe pour le match du samedi. Et les joueurs, normalement, le samedi, ils savent leur rôle individuel, leur rôle collectif et comment ils vont jouer. Quel est le scénario du match ? Vous êtes comme un réalisateur de film, vous allez guider vos joueurs et normalement, sur le terrain, ils savent ce qu'ils ont à faire. Nicolas, et c'est ce qui se passe. Pardon, Joris. Ouais, juste un petit... à la décharge d'Eric Orneland, quand même, je pense aussi que c'est une erreur imputable aussi à la direction, ce qu'elle a d'ailleurs assumé au moment de la présentation de Philippe Montagnier. Je pense que quand Eric Orneland est arrivé, il est arrivé pour mettre en place son projet de jeu, quoi qu'il se passe. Et je pense que c'était aussi un petit peu les ordres de ses dirigeants. Ne change pas ta façon. Nous, on veut qu'on ait une équipe qui joue à la stéphanoise, qui joue haut. On t'a recruté pour ça. Tu viens pour ça. Tu ne changes pas. Et je pense qu'Eric Orneland, il est mort avec ses idées, entre guillemets. Mais c'est les idées qu'on lui avait demandé de mettre en place. Donc, à sa décharge, je pense qu'il y a eu une erreur à la fois de la direction stéphanoise et peut-être d'Eric Orneland qui a été trop buté sur la fin, qui a peut-être pas voulu sauver sa place. Mais je trouve que c'est presque tout en son honneur d'être allé au bout. Lui, son projet à l'AS Saint-Etienne, c'était de remettre l'AS Saint-Etienne avec une façon de jouer qui était telle quelle. D'ailleurs, on le disait, il y avait très peu d'études de l'adversaire parce que finalement, Eric Orneland et la direction s'en foutaient un petit peu parce que le but, c'était de faire jouer Saint-Etienne comme Saint-Etienne doit jouer. Et je pense que malheureusement, c'était une façon de faire qui n'était pas transposable à la Ligue 2 et au championnat de Ligue 1. Nicolas. C'était surtout un décalage par rapport à sa philosophie et la qualité technique des joueurs. Ouais, complètement. Parce que quand vous voulez proposer un jeu où vous avez de la possession de balle, il faut que vous ayez des techniciens qui ne perdent pas la balle au bout de 3 passes. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est une certitude. Vous allez y arriver, Nicolas. Peut-être une question pour Alain par rapport à tout ce qui a été dit. On se retrouve aujourd'hui avec 4 joueurs offensifs et pourtant, je trouve qu'il y a une assise défensive qui est bien meilleure. Est-ce que ça s'explique plutôt par l'arrivée de Philippe Montagnier ou par l'arrivée, ou peut-être les deux, des nouveaux joueurs, Julien Le Cardinal en défense centrale et puis aussi Abdoulaye Kanté au milieu de terrain? Julien Le Cardinal, c'est sûr qu'il va apporter de l'expérience et de la sérénité, donc il a calmé. Mais le travail essentiel, c'est Philippe qui l'a fait en positionnant ses joueurs. Bon, 4-2-3-1, on est un peu plus offensif, mais il y a un gros travail défensif des excentrés. Davitashvili, moi je ne l'ai pas vu défendre comme ça avec Eric. Et Cardona, c'est pareil. Et même sur le but égalisateur, Cardo, il est un peu fautif. Parce qu'il ne fait pas l'effort pour revenir tout de suite, il ne ferme pas le jeu, et ça donne l'ouverture à l'adversaire. Et deuxième erreur, il ne suit pas la plongée de Camara, qui demande l'1-2, alors que lui, il est en face de lui. Il doit l'accompagner. Donc je pense que sur un retour vidéo, c'est fort possible que Philippe Montagnier mette en avant ce style de truc en disant les gars, il faut faire attention, parce qu'on a besoin de l'aide de tout le monde. Et l'aspect défensif, pourquoi on a plus de sérénité, c'est parce qu'on est en plus grand nombre, on a un bloc plus compact, avec des excentrés qui font plus d'efforts pour revenir aider les latéraux. Et vous parliez d'individualité, Alain, on va passer au top et flop de cette rencontre. Vous avez pu noter les joueurs et l'entraîneur sur le site envers-et-contre-tous.fr. Et c'est parti. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Combien ? Après les notes, je m'en préoccupe pas du tout. Les tops, les flops de cette rencontre face à Laval, victoire de l'AS Saint-Etienne 2-1 pour cette 24e journée de Ligue 2. Les Verts qui sont 2e, notamment grâce, et c'est le top de cette rencontre, Joris, un Boa qui est très inspiré, 6,8. C'est ça, 6,82 très exactement. Ouais, Augustine Boaké, je pense que ce geste de grande classe, c'est vraiment un geste de grande classe, ce 1-2 avec Lucas Tassin
Et cette frappe enroulée à la perfection, parce que Samassa, il se détend, hein, il peut pas la sortir. Les petits filets opposés, ça m'a rappelé les grands moments de Dimitri Payet à la Saint-Etienne, justement quand Alain Blachon était seul banc. Moi, je me rappelle que quand Payet était dans cette position, on savait qu'il allait se passer quelque chose. Déjà parce qu'il avait les deux pieds, il était capable à la fois pied gauche et pied droit d'enrouler. Et Augustin Boaquier, ce pied gauche, il est d'enfer. On l'avait déjà vu la saison passée face à Nantes, mettre des buts incroyables, plus sur des frappes un peu puissantes. Mais là, être capable de déposer un ballon enroulé comme ça, donc c'est le top des supporters et je pense que globalement, c'est un peu le top de tout le monde sur cette rencontre. Effectivement, vous êtes d'accord, messieurs. En plus, c'était inattendu, Joris. La frappe. Complet. On il la est voit loin. partir. Tu vois, on est tous un petit peu comme ça dans l'expectative. C'est le geste magnifique qu'on attend des grands joueurs. Et ça a donné a priori aussi des idées en début de seconde période. Souvenez-vous, messieurs, ça y va les frappes à côté de l'AS Saint-Etienne, des frappes de loin. Moi, je me suis demandé à un moment si l'entraîneur Philippe Montagnier avait pas dit mais aux autres, mais faites pareil en fait, faites comme Augustine. Ça a bien marché, donc allez-y et on va percer la défense. Non, il y a eu des situations qui ont été assez favorables. Mais il y a Miladinovic par exemple qui essaye de frapper loin. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai eu du mal à prononcer son nom, mais c'est vrai que s'il attaque bien... Il pourra vous apprendre, Joris. Oui. Je pourrais vous apprendre, j'ai fait Serbe LV2. C'est vrai que s'il attaque mieux son ballon avec son pied gauche, il a manqué de confiance en lui, et ce qui fait que le ballon est parti en l'air, alors que c'est une attaque de balle qui doit être bien attaquée. Et effectivement, c'était intéressant. Le corner combiné avec Cardona, Davitashvili qui enroule le ballon, c'était magnifique aussi. C'est dommage que les gestes techniques n'aient pas été plus performants parce qu'il y a eu des fautes de positionnement, d'appui qui font que les ballons sont partis. Mais sinon, c'était top. Ouais. Nicolas, vous avez failli perdre votre voix sur ce but. Je pense à juste titre d'ailleurs. C'était à la 38e. C'était à la 38e. Surprenant et magnifique. Exactement. Non, franchement, le but est très beau. Vu en plus depuis les tribunes, c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément. La frappe, elle est limpide, elle part bien. Et puis, il est quand même... j'allais dire, il est presque un peu loin des cages. En tout cas, il est hors de la surface de réparation. Donc, et puis il est très excentré. Très excentré. Donc, non, franchement, le but est très beau. Et en plus, ça arrive juste aussi émotionnellement à un moment où on vient d'encaisser un but. Donc, oui, et puis on ne voyait pas trop comment on allait faire pour revenir. Parce que je sentais quand même cette difficulté à déborder cette défense. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il n'y avait pas de situation où on les a transpercés. Et là, il fait le geste magnifique. Tu vois. Oui, surtout que juste avant ces deux buts, il y avait quand même une période un petit peu plus de flottement pour les Saint-Etienne qui avait quand même dominé le début du match. Et après, ça jouait quand même un petit peu plus à la baballe. Et puis, on sait aussi que quand il y a un but qui est marqué, en général, il y a 5 minutes toujours un peu de flottement. Et où ça peut tomber un peu d'un côté ou de l'autre des fois, donc là c'est tombé de notre côté, tant mieux. Qui est top, logique donc avec 6,82 de la part des supporters, 7 par la presse, le petit bonus pour le but, et puis encore une fois il est souvent dans les bons coups, Augustin Boaquier, donc logique. Donc il est récompensé, logique, mais il y a pas mal de tops sur cette rencontre. Justement, pas mal de tops parce que c'était quand même effectivement une assez belle rencontre. On va demander à Alain Blachon et Nicolas Georgiou de les deviner, ces tops. Top des supporters, on va rappeler. Alors top stéphanois. Top stéphanois, il y a 4 joueurs, 3 en plus de Boaquier qui sont au-dessus des 6, qui est quand même une Stassin. Non. Et Stassin, il est juste en dessous, 5,92. C'est dommage parce qu'il a fait un travail collectif complètement. Moi je trouve qu'il est dans la lignée de ses derniers matchs et il est très intéressant. Je pense que Davitashvili a été très performant parce qu'il a à la fois attaqué et défendu. Ouais, et pareil, lui il est pas dans les. Ouais. Alors 5,87, ça reste une très belle note, mais il fait pas partie des. Kanté qui a. Kanté, lui, il est 4e joueur, 3e joueur le mieux noté parce que justement le 3e, c'est pas vraiment un joueur, c'est Philippe Montagnier qui est bien noté par les supporters, 6,13. Kanté, il est à 6,04, donc une très belle note. Il a fait un gros match aussi. Il a beaucoup de volume de jeu, Kanté. Alors c'est le genre de joueur parfois qu'on voit pas beaucoup en fait, parce on a l'impression de pas trop voir si on regarde juste le match. On s'est demandé. Si on regarde juste le match en tant que supporter ou on s'intéresse aux occasions, Kanté, il est pas forcément impliqué sur les grosses occasions offensives stéphanoises, mais quand on se rend compte de son rôle dans la structure de l'équipe, il permet de vraiment faire ce lien entre la défense et l'attaque. Ouais, exactement. Puis il gratte un nombre de ballons au milieu de terrain. On nous l'avait présenté comme ça, milieu très récupérateur. Alors parfois, moi je trouve qu'il a encore une marge de progression justement dans la relance. Je trouve que parfois
perd quelques ballons alors que ça pourrait être des phases de transition très intéressantes pour l'AS Saint-Etienne, mais c'est vraiment le seul petit bémol que je mets sur ces débuts d'Abdoulaye Kanté qui, je trouve, fait bien plaisir. Et ça fait du bien d'en avoir un autre aux côtés de Tardieu, quoi. Ouais, et puis surtout en l'absence de Mahmoud Jaber, donc non, c'est plutôt intéressant. Et puis ça permet quand même d'avoir un milieu de terrain, même quand on fait rentrer du Aymen Mouefek en cours de match. Ça veut dire que quand même on a de quoi faire au milieu de terrain, donc ça c'est plutôt intéressant. Nicolas Kanté, vous l'aviez retrouvé vous aussi depuis les tribunes, intéressant de là où vous commentiez. Kanté pour le coup je l'ai trouvé particulièrement intéressant parce que effectivement, il a vraiment ce rôle de récupérateur, enfin un récupérateur finalement à l'AS Saint-Etienne. Ça permet de bien équilibrer le milieu de terrain. Il fait tout le travail de l'ombre finalement qu'on attend de lui. Et puis oui, et donc vraiment un milieu de terrain où on n'a pas que des numéros 8. C'est-à-dire que là, Augustin Boaquier, il a le rôle de numéro 10. Le Miladinovic, mais ça peut être aussi Florent Tardieu, ça peut être aussi Aymen Mouefek. Ils ont ce rôle un petit peu plus de numéro 8, un peu box-to-box. Et puis donc Kanté qui a ce rôle de numéro 6. Et je pense que ça rééquilibre bien aussi une équipe qui, sous Horneland, manque un petit peu justement de cet équilibre. Un autre joueur, un autre top Pedro proposé. Ouais, il est aussi au-dessus des 6, juste au-dessus, 6,0. Petro, on l'a laissé. Il joue encore le maintien là, cette saison en Liga avec Elche, mais il a quand même joué des gros matchs. Il a fait beaucoup de matchs, beaucoup de rentrées. Beaucoup de rentrées. Il a fait beaucoup de Messieurs, si vous voulez, titulaires. on peut parler de tous les joueurs qui sont passés à l'AS Saint-Etienne. Je pense qu'on peut parler d'Ibrahim Aouadji aussi, mon cher Joël. On peut. On va s'en passer. Pedro, il a fait un bon match. Il a fait des décalages qui étaient intéressants, donc il a apporté sa rigueur défensive. Et je pense que justement le Cardinal apporte. C'est pas le deuxième, hein. C'est pas le deuxième. Non, mais en fait c'est un défenseur qui est récompensé. C'est un défenseur le aussi Cardinal. Latéral. De l'autre côté. Ah oui, d'accord. Ben Old qui est encore récompensé 6,22 au niveau des notes. Mais Ben Old, c'est très intéressant parce qu'il a fait des débuts sous Horneland en tant que latéral très très compliqué. C'était franchement dur. Semaine après semaine, je pense qu'il subissait un petit peu aussi la façon de jouer de l'AS Saint-Etienne où on lui demandait d'être un latéral très haut et donc du coup lui qui n'avait pas les bases défensives de ce poste-là, et il subissait beaucoup la transition. Des kilomètres, hein. Et puis là il s'est un petit peu plus cadré. Je pense que Philippe Montagnier l'a cadré, lui a d'abord demandé de bien défendre avant d'attaquer. Et lui apprendre à défendre. Ouais, exactement. Mais ça, pour le coup, on peut imputer ce qu'on veut à Eric Horneland. Je pense qu'il y a aussi cette expérience du poste qui commence à appréhender match après match, qui fait qu'il est plus performant. Mais ce qui est vrai, c'est que le Ben Old d'aujourd'hui par rapport au Ben Old de fin décembre, quand il débutait par exemple face à Nice, c'est le jour et la nuit. C'est un joueur qui a énormément progressé. Et on parlait de Pedro juste avant. Je trouve qu'on a des latéraux qui sont pas forcément des joueurs au poste. Même si Pedro, moi je l'ai vu jouer déjà en U19 au poste de latéral droit, donc il connaissait le poste, il est à la fois défenseur central et latéral, mais franchement c'est deux joueurs qui sont en pleine progression et qui pour le moment, moi ils sont imbougeables, hein. Je veux bien si Ferreira s'il venait à revenir en fin de saison, mais non mais il peut pas tenir 2 ou 3 rounds et on le voit et on le voit d'ailleurs que Ebenezer Hanan qui lui est disponible pour le moment, il ne change pas la hiérarchie. La hiérarchie désormais c'est Ben Old côté gauche. Hanan a fait une petite rentrée, hein. Petite rentrée et Paul Rivolier qui était sur le match de la réserve hier, plutôt compliqué aussi avec la réserve face à Feur. Donc c'est un joueur. Pour lui, c'est lui qui a demandé à jouer en équipe réserve. Hein. Donc ça part d'une bonne intention. Exactement. Et il n'a pas fait un mauvais match, mais disons qu'il n'est pas sorti du lot comme on l'attendrait d'un joueur professionnel. Après, ce qu'il y a, c'est qu'Ebenezer Hanan, c'est un joueur, il est arrivé déjà tardivement. Il a une première blessure face à Boulogne, il me semble, en tout début de saison. Après, il revient, il se reblesse. C'est une saison un petit peu galère pour lui, mais il y a quand même quelque chose chez Ebenezer Hanan. Moi, je trouve pas que c'est un joueur inintéressant. Mais malheureusement, là, il paye le fait qu'un Ben Old commence à s'installer. Et franchement, il va falloir le bouger, Ben Old, si on veut. Le Lizarazu stéphanois. Comme l'a présenté Philippe Montagnier. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est Lizarazu, mais en tout cas, la reconversion se passe bien pour Ben Old. Cardona, Miladinovic, Larsonner, ça, ce sont les flops, messieurs. Que pensez un petit peu de leur match? Alors, ce sont des petits flops, bien sûr. Il y en a qu'un qui est en dessous de la moyenne, c'est Erwin Cardona, 4,72. Je pense qu'il paye ce que disait tout à l'heure Alain Blachon, sa petite responsabilité, on va dire,
sur le but. Et aussi, si on n'a pas tué ce match-là, Irvine Cardona en première mi-temps a quelques responsabilités là-dessus aussi. Il y a 2-3 situations qui peut jouer un petit peu mieux, peut-être de manière un peu plus spontanée. Et il a fait moins mal à cette équipe de Laval, mais on l'avait un petit peu dit auparavant, le fait que une équipe nous attend un petit peu plus bas. Irvine Cardona, c'est un mec qui mange les espaces, c'est un mec qui a besoin de profondeur, et quand une équipe attend plus bas, forcément il a moins cette capacité à déséquilibrer, comme l'aura un Zuriko Davitashvili qui lui est capable dans les petits espaces de faire beaucoup de mal. Nicolas. Oui, Cardona, c'est vrai que ça a été peut-être un petit peu moins bien. Quelques dribbles ratés aussi, notamment en première période. Perte de balle derrière, et c'est dommage parce que sur certains dribbles, notamment je pense à une action en première mi-temps où s'il manque pas ce dribble là, derrière ça peut être une occasion de but, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après flop, voilà, il n'a pas fait un mauvais match non plus, évidemment, ça reste Miladinovic, toute proportion gardée. L'arseneur, c'est un peu difficile à juger parce qu'il a Il a un seul arrêt à faire. Deux arrêts à faire, et il y en a un qu'il a pas tout à fait réussi à faire sur le but, c'était Lavallois, où il touche quand même le ballon, il est un tout petit peu trop juste. Donc c'est un peu dur de juger ce genre de match. Et puis il a la moyenne. Mais c'est un mec il a quand même la moyenne justement de cette équipe stéphanoise où en fait on est obligé de mettre une mauvaise note au portier. Après, parce que c'est du parce 5, que le reste de l'équipe a performé, Alain. Oui, c'est ça. Les gardiens, ils sont jamais autant en valeur quand ils ont beaucoup d'actions. Ils sont chauds, donc c'est ce qu'on dit. Ils sont chauds. Là, ils sont prêts. Et là, quand vous avez 5 ballons à toucher, il faut que vous soyez performant sur les 5 ballons pour ne pas se faire critiquer. Bien sûr. Effectivement. Donc, lui, il a fait le boulot il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il a 3 situations, dont un but qu'il prend. Il n'est pas trop responsable non plus, mais bon, il peut sauver. Ce qu'on demande à un joueur, un gardien de but surtout, c'est de faire des exploits. C'est imparable. Moi, j'avais un joueur qui s'appelait Debec, qu'on appelait imparable, parce qu'il disait toujours qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Mais bon, quand il était en haut de sa forme, au plus haut de sa forme, vous l'avez connu, ce gardien de but, parce qu'il est venu à la SS. Fabien Debec, c'était un très grand gardien. Et en compétition, il était phénoménal. Mais à l'entraînement, on l'avait surnommé imparable. Et on garde le meilleur pour la fin. Igor Miladinovic. Ah, mais parce que vous considérez que c'est un flop à 5,10, je crois. 5,2. Il a moins pesé sur le jeu. Ouais, complètement. Non, il a été moins. Et puis je trouve, un peu dans la lignée de ce que disait Alain tout à l'heure, je trouve qu'il faut qu'il arrive à reprendre cette confiance, notamment sur les frappes lointaines. Ouais. Il y a plusieurs situations qui... Alors, il veut jouer tiki-taka un petit peu dans la surface. C'est quand même rare que ça passe. Parce que forcément... C'est passé face à Reims au match aller. Ouais, justement, parce qu'il frappe. Ouais. Justement, parce qu'il tergiverse pas à vouloir trouver un 1-2. J'ai 2-3 situations en première mi-temps. Il y en a une où il tente une louche, je crois, pour essayer de trouver Davitashvili. Une autre où ça combine avec Stassin, mais ça finit par se casser les dents sur la muraille lavalloise. Il faut qu'il tente sa chance parce qu'il a une bonne frappe. Et je trouve qu'il le fait pas assez. Après, par contre, il est quand même très intéressant dans le jeu combiné. C'est un joueur qui est quand même souvent propre techniquement et qui permet de, quand ça combine entre Boakier, Miladinovic, même Stassin un petit peu en pivot, généralement ça fait du bien à l'équipe. On sent qu'il y a une assise technique devant qui permet à l'AS Saint-Etienne de pouvoir jouer les coups. Eh ben on va reprendre les mêmes et recommencer face à Pau. On espère que ça pourra. Il y aura peut-être du changement aussi. Ça pourra passer et avoir une 4e victoire d'affilée. Ce serait une série. Ça va être un gros match. Qui ne serait pas arrivé depuis le début de la saison. Si on regagne face à Pau, ce sera à suivre dès 20h pour le coup d'envoi. Ce samedi sur votre radio ici Saint-Etienne-Loire, 19h pour l'avant-match. On va continuer cette émission 100% synthé. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. Victoire de 1 ce samedi face à Laval pour l'AS Saint-Etienne, 2e au classement, 43 points, à 2 points de Reims, peut-être plus qu'à 1 point du Mans si le Mans performe ce soir. Et match à enjeu parce que c'est le Mans Guingamp quoi. Alain, vous allez le regarder vous le match? Oui, avec beaucoup de plaisir bien sûr et avec beaucoup de curiosité parce que cette équipe du Mans elle est surprenante. Elle est bien organisée, elle travaille bien. Donc voilà. Après, ils n'ont pas l'effectif qu'on a. Et je pense que c'est la régularité des différentes équipes sur les 10 derniers matchs qui va faire la différence.
et qui, je l'espère, va nous permettre d'être bien classé, premier ou deuxième pour la montée directe. Coup d'envoi à 20h45 ce soir. Joris, Guingamp, Le Mans, des équipes de haut de tableau que l'AS Saint-Etienne a semé, ça y est, ou que l'AS Saint-Etienne... Alors là, non. Si Le Mans gagne ce soir, on ne pourra pas dire que l'AS Saint-Etienne les a semés. Non, c'est des équipes qui vont, je pense, qui sont plus taillées pour se battre pour la course au play-off que pour la course aux 2 premières places. Mais bon, la Ligue 2, c'est toujours incertain. Hein. Si Le Mans gagne ce soir, ils seront toujours en course pour cette course-là. Donc à voir. Je trouve que quand même, je suis d'accord avec Alain dans le sens où sur le papier, on a quand même une équipe qui est capable, sur ces 10 derniers matchs, justement, qui est capable de les distancer, ces Manceaux. Mais à voir si eux, ils tiennent sur la durée et qu'ils sont capables de nous embêter jusqu'à la fin. On va presque espérer un match nul ce soir parce que sur le papier, j'aurais tendance à dire même que Guingamp est presque supérieur au Mans. Enfin, j'ai trouvé qu'il nous avait posé plus de difficultés. On se souvient que le Mans chez nous, ça avait été très compliqué et même là-bas, on n'avait pas réussi à gagner. Donc voilà, ça va être un match qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est un petit derby, hein ? Ouais, exactement. C'est pas très loin et puis moins il y aura de poursuivants, plus ce sera. De poursuivants parce que vous parlez du Mans, les 24 heures du Mans, non, ça n'a pas fait vous me tendez la perche, je la saisis, mais en vrai, c'est la vérité. Et là, en ce moment, quand on voit le classement de la Ligue 2, c'est très très serré. Donc pour le moment, on peut pas dire qu'il y a une course à 3 ou 4. Hein. C'est plus une course à 6-7 quoi. Tardieu a obtenu son 4e carton jaune également face à Laval, ce qui pourrait le laisser hors course pour la fin de la saison s'il vient en prendre un 5e. Ouais, pour un match, hein. On va pas... Bien sûr, mais la question était, est-ce que c'était pour les 24 heures du Mans. Ouais, je comprends. Est-ce que avec un Kanté, Tardieu devient un peu moins essentiel à cet effectif stéphanois, à votre avis, Nicolas ? Est-ce qu'il devient un petit peu moins essentiel ? Bonne question. L'alcool pas simple. Oui, peut-être dans le sens où Tardieu pouvait jouer numéro 6 et que ses performances ont peut-être au fil de la saison été un petit peu moins bonnes. Donc effectivement, peut-être qu'il va avoir un rôle un petit peu moins discutable. Bon, malgré tout, ça reste quand même un taulier, un joueur d'expérience. Donc dans tous les cas, je pense qu'il va toujours faire partie de la rotation à minima de cette équipe, de cet effectif, et qu'il a quand même un rôle important à jouer, au moins dans le vestiaire, à minima. Et ça se trouve, il l'attend avec impatience, c'est RTT gratuite avec son 5e carton jaune. Là, il a été déjà blessé, donc je pense qu'il avait surtout le goût de rejouer. Et puis c'est un joueur qui a énormément joué dans ce début de saison. Je pense qu'il a eu une fatigue, ce qui est normal. C'est un des joueurs pendant presque 4-5 mois, c'était le seul qui avait joué quasiment toutes les minutes de jeu. Donc on forcément, pas parlé, surtout à un poste de milieu de terrain. On sait que les postes de défenseurs centraux, parfois, on court un petit peu moins, on a plus de courses à haute intensité sur des transitions, mais c'est pas des matchs où on fait 10-11 km. Je pense que Florent Tardieu, sur plusieurs de ses matchs, il y était aux 10-11 km. Donc forcément, pour un joueur comme ça, si on joue tous les matchs, ça commence à fatiguer un petit peu. Donc, et puis c'est bien d'avoir justement de la rotation. Quand on a ce week-end la chance d'avoir Mouefek et Tardieu sur le banc au milieu de terrain, on sait que quand on peut faire des changements, ça permet de garder une structure dans l'équipe. Et encore, il manque Mahmoud Jaber. Quand Mahmoud Jaber va revenir, ça va faire aussi du bien à ce milieu de terrain-là. Tardieu, qui est un joueur cadre, un joueur que vous appréciez, Alain ? Oui, c'est un joueur qui va amener de l'expérience à la fois sur le terrain et dans le vestiaire. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'à sa période performante de titulaire, on lui a annoncé que son contrat n'allait pas être prolongé, donc ça a dû lui foutre un coup au moral. Et depuis, on sent qu'il y a un petit peu moins d'investissement, même si il fonctionne comme un vrai professionnel parce qu'il fait le boulot jusqu'au bout. Et je sais que Philippe va compter sur lui, donc ça va le relancer dans l'état d'esprit. Et puis lui, son intérêt, c'est d'essayer de jouer le plus possible pour se faire voir, bien sûr, pour pouvoir challenger un autre club. Et alors Dufus qui rate l'immanquable face à Laval, mais qui en met un en National 3 pour le derby face à Feur. Mais d'ailleurs, il n'était pas trop mort, Dufus, le lendemain. Il a fait une entrée en jeu. Oui, il a fait une entrée. Je pense que c'est un bon état d'esprit, très bon joueur au niveau de l'état d'esprit. Donc, je ne le connais pas assez comme joueur, mais bon, c'est un combattant. Après, lui aussi, comme beaucoup d'attaquants, il a voulu marquer. Il peut donner à Davitashvili, même si c'est compliqué. J'ai bien regardé les images aujourd'hui. S'il la donne plus tôt, c'est là qu'il pouvait la donner. Peut-être que Davitashvili était hors jeu. Ouais. Et s'il la donne au moment où il frappe,
il peut pas la donner parce qu'il y a le défenseur lavallois. Donc après, ça l'a peut-être perturbé. Et il n'a pas assez enroulé sa balle. C'est un travail technique et un travail de confiance. Ça, c'est des joueurs et il faut qu'ils jouent beaucoup. Il faut qu'ils marquent des buts pour qu'on ne se pose pas de questions. On le sait, pour tous les attaquants, ils ont besoin de confiance. Et j'espère pour lui qu'il aura un peu plus de temps de jeu et puis que le coach va l'aider à retrouver la confiance. Une confiance qu'on espère retrouver pour Dufus. Un petit mot tout de même des féminines, messieurs, puisqu'elles se sont inclinées face à Strasbourg ce week-end à domicile. Et cette nouvelle défaite. 2 buts au coup de pied arrêté. Ouais. Et puis 2 buts à 4 minutes d'écart. On parlait d'une réaction des Verts pour Laval. Là, c'est un penalty manqué aussi dans le temps additionnel. Donc samedi un peu oublié pour les Vertes. À noter quand même que, ironie du sort, elles étaient relégables avant le match, elles perdent, elles ne sont plus relégables. Alors parce que le règlement de la FFF pour la Première Ligue n'est pas le même, on prend en compte en cas d'égalité d'abord la différence de but particulière. Et alors là, c'est un vrai bordel parce que du coup, les Vertes ont battu Montpellier, mais ont perdu contre Lens qui s'est incliné face à Montpellier, mais qui du coup a battu l'AS Saint-Etienne. Donc du coup, en fait, les 3 équipes sont à 9 points, donc chacune doit être l'une devant l'autre. Donc après, on prend la différence de but, et à ce compte-là, c'est l'AS Saint-Etienne qui est légèrement devant les Montpelliéraines et les Lensoises. Mais autant vous dire que là, les 2 matchs qui arriveront dans cette fin de saison, à la fois Lens à domicile et Montpellier à l'extérieur, là, les Vertes, elles seraient bien inspirées d'aller les remporter parce que sinon, il va falloir sortir la calculatrice à la fin de saison et pas sûr que cette fois-ci, ça soit en faveur de l'AS Saint-Etienne. 9 points effectivement pour l'AS Saint-Etienne qui est 9e, les Montpelliéraines qui sont 10e et puis les Lensoises qui sont 11e et lanterne rouge du championnat de Arkema. Prochaine rencontre pour les féminines, ce sera en 11 mars, je crois. Ce sera c'est plus tard donc bien mi-mars. Merci messieurs de nous avoir accompagnés dans 100% Synthé. On a pu bien parler, on a été bavards. C'était super. Oh là 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 là. Ça a duré plus d'1 heure, non? Bon, j'en sais rien. Retour de cette émission YouTube lundi prochain. Retour également de l'émission 100% Synthé à la radio dès vendredi pour l'avant-match face à Pau et cette 25e journée de Ligue 2 qui s'annonce pour les Verts. Objectif 4e victoire de suite en 4 matchs. Merci messieurs, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.